Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On fait le débrief de la 7e journée de la route du Rhum. J'enregistre, il est 16h, vous allez avoir la vidéo aux alentours de 18h, 18h15, on va dire, lors de l'upload de cette vidéo. Donc on va revenir un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit en début de matinée avec l'arrivée des premiers concurrents, François Gabard et Charles Caudrelier. On parlera également de la course dans les autres catégories, mais on va commencer déjà par l'info pas top de la nuit. C'est qu'il y a eu un accident pendant l'arrivée de Charles Caudrelier. Avec un bateau d'organisation. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur l'incident qui s'est déroulé avec le bateau d'organisation, mais qui a chaviré et il y a deux morts du côté de l'équipe d'organisation. Donc forcément... c'est l'info pas top de la journée, on va pas se mentir, du côté de cette route du Rhum. Et ça rappelle que la mer, ça reste un endroit dangereux et que voilà, quand vous êtes quand vous suivez les courses de bateaux, si certains le font, faut faire vraiment très attention quand vous êtes dans les petites embarcations, parce que ça peut aller très très vite à la catastrophe. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé là du côté de l'organisation. Donc il y a une enquête qui a été ouverte pour avoir plus d'informations là-dessus, parce que pour le moment on va pas se mentir que les informations, on sait que c'est à 1 mille nautiques des côtes, mais on sait même pas vraiment où précisément ça s'est déroulé autour de la Guadeloupe. Il y a vraiment très peu d'infos là-dessus. On commence tout de suite. Alors là, ça va être le moment, la transition foireuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course de Charles Caudrelier. Et puis on va voir un petit peu toutes les catégories aujourd'hui, parce que certes on a vu l'arrivée du côté du côté des ultimes. Par contre, du côté des Ocean 50, IMOCA, on est sur de la sacrée grosse bagarre. Et puis en classe 40, rien n'est fait encore. Donc ça va être très intéressant à suivre. On commence tout de suite donc avec les ultimes, avec la victoire de Charles Caudrelier en 6 jours, 19h47 minutes et 25 secondes. Pour faire cette transatlantique, le record de Francis Joyon est battu de 20 heures. Donc, ce qui est vraiment assez impressionnant, ce qu'a fait Charles Caudrelier pendant cette transatlantique. Impressionnant aussi parce qu'il n'a jamais eu beaucoup de marge de sécurité. C'est-à-dire que la performance qu'a fait Charles Caudrelier, c'est aussi parce qu'il y a eu François Gabard derrière. Il n'a jamais pu se reposer sur ses lauriers. Il n'y a jamais eu plus de 100 000 nautiques entre les deux. Pendant toute la course, ça a été très serré. Il y a eu 2h30, 3 heures d'écart pendant toute la course, grand maximum entre les deux. À l'arrivée, il y a 3 heures, à peine 3 heures entre les concurrents, il y a 3 heures écart précisément. Ça a toujours été très serré et on peut regretter les réparations qu'a dû faire François Gabard, parce que peut-être que le match aurait été encore plus serré quand il y a un jour où il a dû s'arrêter pendant 2-3 heures pour réparer notamment au niveau de son foil, où il a eu un problème technique suite à un choc. Au final, ça lui coûte presque beaucoup à François Gabard, parce que le match aurait presque encore il aurait pu être encore plus serré ce match entre Charles Caudrelier et François Gabard. Mais c'est la première grande victoire dans une course en solitaire de Charles Caudrelier à 48 ans, et on sent que, je dirais pas que c'était un soulagement, mais maintenant il peut dire je l'ai enfin fait, la grande course en solitaire, et dans la tête ça va lui faire franchir un cap. Et puis on voit que Gitana est toujours la référence, même si SVR Lazartigue est pas loin, même si on voit que Sodebo, avec encore un peu d'affinage au niveau des réglages, ça va encore progresser. Gitana, je pense qu'on est quasiment au maximum de ce que peut faire ce bateau. C'est-à-dire qu'on a tellement tout optimisé sur ce bateau qu'on est au maximum de performance. Ce qui n'est pas encore le cas de Sodebo, c'est pas encore le cas d'SVR Lazartigue, c'est pas encore le cas du bateau d'Armel Lecléache, également Banque Populaire. Donc, Gitana domine pour le moment, mais est-ce que Gitana sera encore dominateur dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Pas sûr, parce qu'on voit que François Gabard est pas loin.
Parce que Thomas Coville, il y a encore, je pense qu'on peut encore faire des progrès sur ce bateau qui est quand même innovant, le bateau de Sodebo, et on verra si du côté de Charles Caudrelier et de Gitana et de Edmond Rothschild, on arrive à garder cette tête de course, mais on peut quand même souligner le fait qu'ils n'ont pas fait une erreur du côté de Gitana, parce que François Gabard il fait pas beaucoup d'erreurs, il y a son problème de feuille qui lui coûte 3-4 heures, mais même de toute manière ça aurait été compliqué parce que Charles Caudrelier n'a pas fait une erreur pendant toute la course, c'est-à-dire que à part au large des Açores où il rate une opportunité à un moment qui lui fait perdre beaucoup de temps, et c'est là où Gabard remonte un petit peu dans le match, mais sinon il a quasiment pas fait d'erreur pendant la course. Deuxième, François Gabard donc qui finit à 3h15. Belle course de François Gabard, battu par plus fort tout simplement, François Gabard, mais bon, il n'a pas grand chose à se reprocher, hein. Lui il a fait sa course avec son bateau. Déjà ce qui est important c'est que le bateau est à l'arrivée. Sans gros pépins techniques, il y a eu un problème de feuille mais qui lui a pris 3 heures à réparer, mais sinon il n'y a pas eu de trop gros problèmes techniques. Je pense que c'est une course qui va apporter énormément d'informations à SVR Lazartigue et à son team pour améliorer encore les performances, le niveau de performance. Voilà, c'est une course où il y avait encore des choses à dégrossir, je pense, sur ce bateau. Donc voilà, c'est une belle course qu'a fait François Gabard. Je pense que voilà, il y a quelques petits trucs encore à optimiser sur ce bateau, mais on voit que c'est un bateau qui va très très vite, plus vite même, j'ai l'impression qu'Edmond Rothschild dans des conditions vraiment de vent. Dans certaines conditions de vent, on a vu il allait un peu plus vite que Charles Caudrelier, et malgré le fait, Charles Caudrelier est monté sur une pointe à 48 nœuds de vitesse, qui est juste sensationnel. Ces bateaux sont juste exceptionnels, ces ultimes. Enfin, on est dans une période de la voile où on arrive à faire des merveilles avec juste l'énergie du vent quand même pour faire avancer ces bateaux, ce qui est assez formidable. Troisième, Thomas Coville. Alors Thomas Coville qui devrait normalement au moment où on se parle à 16h être beaucoup plus proche en fait des côtes de la Guadeloupe. L'écart n'était pas aussi important avec les concurrents de tête, sauf que pas de chance pour lui. Au large de la Guadeloupe, il est tombé dans des filets de pêche. Il a eu beaucoup de mal à s'en dépêtrer. Vous voyez, hein, sur les 4 dernières heures, il a une vitesse à 15 nœuds 7, mais qui est pas dingue cette vitesse, hein, 15 nœuds 7 avec ses bateaux, mais il a eu énormément de mal à se dépêtrer de ce filet de pêche. Thomas Coville, mais il a réussi à s'en sortir, donc maintenant il va falloir qu'il contourne la Guadeloupe. Je pense qu'il devra arriver demain matin, heure du continent, très tôt, c'est-à-dire 4-5 heures du matin, je pense à peu près, parce que là il est 16 heures, ouais, il reste bien 12 heures encore, hein, là il est pas encore totalement, ouais, je pense que ça sera cette nuit, heure du continent, donc en fin de soirée, je pense. Heure de Guadeloupe, ou même en début de nuit, heure de Guadeloupe, pour l'arrivée de Thomas Coville. Et puis derrière, on a le match le remake de 2018, il est là en fait. Il est derrière avec le match entre, hop, je vais dézoomer un petit peu, sinon on va pas voir les deux bateaux, entre Francis Joyon, Yves Le Blévec, parce que l'écart entre les deux, c'est une 50aine de milles nautiques, sauf qu'ils ne sont pas sur la même trajectoire, que Francis Joyon a un peu plus de vent que Yves Le Blévec, même si il va devoir faire un peu plus de chemin, mais c'est peut-être le remake de 2018 entre ces deux bateaux, parce que je rappelle que Actual est l'ancien Massif, et que il Export, c'est toujours le Export qui avait gagné en 2018, donc c'est peut-être le remake. On s'aperçoit quand même que Charles Caudrelier a été très rapide, parce que je sais plus on est à combien de temps de course désormais, à 16 heures, mais on est à 7 heures, voilà, 7 jours de course, 2 heures et 4 minutes, c'est-à-dire qu'il arrivera après le record Francis Joyon. Il n'a pas fait d'erreur stratégique, c'est juste que les conditions climatiques ont été largement moins bonnes qu'il y a 4 ans, donc c'est dire la vitesse à laquelle ont été Charles Caudrelier, Gabard, même Coville, parce que Coville sera plus rapide que le record normalement. Donc c'est dire que ces bateaux, on va dire nouvelle génération, enfin ces bateaux volants ont vraiment des capacités qui sont juste hallucinantes, même par rapport à l'ancien Massif ou par rapport à Francis Joyon, qui sont pour le moment à 600 000 nautiques pour ces deux concurrents. Et puis Arthur Levaillant,
Un peu plus loin, pour le moment, Arthur Levaillant, voilà, qui est à 1100 milles nautiques, 1200 milles nautiques de l'arrivée, à peu près, à 14 nœuds sur les 4 dernières heures, 19 nœuds sur les 24 dernières heures. Voilà, il est dans du vent. On voit que les alizés sont quand même pas simples, assez instables. Et puis Armel Lecléache, voilà, qu'on voit ici, lui il est dans une zone vraiment complètement sans vent, il essaye de récupérer les anticyclones, mais là il est vraiment dans une situation sans vent et c'est assez compliqué pour Armel Lecléache, seulement 11 000 nautiques sur les 24 dernières heures. Et puis Romain Pillard, lui, est au large de Madère avec Use It Again by Extia. On passe aux Ocean 50, gros match du côté des Ocean 50 en ce moment entre Quentin Vlaminck, Sébastien Rogue et Erwan Leroux. Erwan Leroux était revenu assez proche, 30 000 nautiques sur Coesio de Quentin Vlaminck. Vraiment le match était quasiment relancé aux alentours de 9h ce matin, quand les ultimes étaient sur le point d'arriver. Et puis l'écart a légèrement réaugmenté avec désormais 65 000 nautiques, mais vous avez Primonial avec Sébastien Rogue désormais qui est sur un rythme assez proche de Quentin Vlaminck, donc rien n'est encore fait entre ces trois hommes du côté de la classe Ocean 50. Armel Tripon est un petit peu plus derrière à 150 000 nautiques. Ce matin il était dans une zone avec un peu plus de vent, là ça s'est un petit peu calmé pour Armel Tripon, on est même dans une zone un peu plus de vent un peu moins forte que Quentin Vlaminck, voilà, qui est dans une situation assez intéressante. Et puis on voit Éric Perron qui est sur une autre trajectoire que ses compères depuis quasiment le début de la course, qui là se retrouve dans du vent un peu plus fort. Est-ce que ça va pas être le grand gagnant de la journée sur Comme il faut Éric Perron? Est-ce qu'il va pas pouvoir remonter sur Armel Tripon notamment? C'est ça la question qu'on peut se poser, parce qu'il est dans une situation de vent qui est bien plus intéressante que ses compères et sur ligne, alors je dirais pas direct, mais pas loin pour atteindre la Guadeloupe. Bien entendu, hop, c'est reparti en arrière, voilà, du côté de l'affichage. 6e pour le moment, c'est toujours Gilles Lamiré, voilà, sur GCA 1001 sourires, là qui est dans une situation sans vent, où il avance à 4,3 nœuds et 9,2 nœuds sur les 24 dernières heures. Ça a été le gros problème de Gilles Lamiré, c'est que bon, j'en ai déjà parlé les jours précédents, mais comme il s'est retrouvé dans une situation où il a pris un mauvais départ, il a quasiment tout le temps eu un énorme coup de retard sur ses adversaires, et il s'est retrouvé avec des conditions où les autres avaient du vent quand lui n'en avait pas du tout, et il a pris un écart quand même assez important dans cette catégorie, sans faire de grosses erreurs de navigation. C'est juste qu'il a eu des conditions qui étaient bien moins bonnes que ses adversaires parce qu'il a fait un mauvais départ. Comme quoi on peut voir que les situations de départ, ça peut avoir des conséquences très importantes ensuite. On passe aux IMOCA. Là aussi le match est relancé du côté des IMOCA. Enfin, il était déjà intéressant ce match avec Charlie Dalin, parce que ça n'a pas été une journée facile pour Charlie Dalin. Là encore, peu de vent, les alizés vraiment très compliqués à récupérer ces alizés, et ce qui fait que Thomas Ruyant en a profité avec Linky Daoud, et puis Jérémy Bayou avec Charal qui va vite, et ce qui fait que hier il avait 100 000 nautiques d'avance, Charlie Dalin, et bien aujourd'hui il n'en a plus que 50 sur Thomas Ruyant et 60 sur Jérémy Bayou. Et puis il ne faut pas oublier Paul Meillat sur Biotherme, qui est à 75 000 nautiques. Donc on va dire que ce sont ces quatre hommes-là qui sont pas très loin. Ça a été un peu plus compliqué pour Kevin Escoffier par rapport dans cette journée. Voilà, il n'a pas réussi à avoir une très bonne moyenne par rapport aux hommes de tête. Mais on voit que ça soit Jérémy Bayou et Thomas Ruyant et Biotherme de Paul Meillat, bien ils sont allés sur les 24 dernières heures 1000 nautiques plus vite en moyenne de vitesse, donc ça fait des dégâts, on va dire, pour l'avance qu'avait Charlie Dalin. Et puis on voit que sur les 4 dernières heures, par contre, on est sur des moyennes assez proches, à part Thomas Ruyant qui arrive à aller un peu plus vite, sinon c'est des moyennes assez proches. On continue avec la grosse bagarre également en IMOCA entre Maxime Sorel et Justine Métro. Depuis ce matin, ça s'intervertit les positions. Ce matin, Justine Métro était 6, désormais elle est de nouveau 7, mais l'écart entre les deux bateaux est extrêmement serré.
dans des conditions où le vent commence peut-être légèrement à reforcir pour eux. Donc ça va être intéressant de les suivre. Et puis derrière, eh bien, on est dans un autre peloton, dans un deuxième groupe avec Isabelle Joschke, voilà, qui est un petit peu plus loin, dans une zone qui commence à ralentir au niveau du vent, avec Benjamin Dutreux qui est là. Et puis Tanguy le Turquet qui a fait une énorme journée. Tanguy le Turquet sur un bateau sans foil, il faut le signaler, le bateau de Tanguy le Turquet, donc à 370 000 nautiques et qui fait vraiment une sacrée course sur Lazare Tanguy le Turquet. On retrouve ensuite Nicolas Troussel, Romain Athanasio, Yannick Bestaven sur un nouveau bateau avec Arnaud Boissière. Alan Roura 17e avec à côté de lui Giancarlo Pedote et puis c'est compliqué pour Samantha Davis, pas mal de petits soucis techniques qu'elle est obligée de réparer et là elle est dans une zone complètement sans vent, hein. Elle est vraiment dans une situation compliquée, seulement 4,7 nœuds de moyenne sur les 24 dernières heures pour Samantha Davis, donc c'est un petit peu compliqué pour la concurrente d'Initiative Cœur et puis pas mal de petits soucis à réparer. Pareil pour Boris Herman, hein, des vitesses pas très élevées en ce moment. Ils sont très au sud en plus, donc très éloignés de la route idéale. Dans des zones sans vent, c'est compliqué. Et puis Jing Kyushu 27e, Guirec Soudé 28e, Manuel Cousin 29. Dans cette catégorie. Puis Louis Duc qui remonte un petit peu désormais 24e, Louis Duc qui avait tenté la stratégie plein nord, qui n'a pas vraiment marché cette stratégie pour Louis Duc. On en avait parlé, voilà, il est là Louis Duc, mais il est dans une zone avec un petit peu de vent là en ce moment qui forcit. Du côté des classes 40, à signaler, un concurrent se déroute. Du côté des classes 40, c'est une escale technique aux Açores pour Baptiste Hulluin sur le bateau Rennes-Saint-Malo, parenthèse de vie, qui a des problèmes techniques, notamment des dommages sur ses aériens et un problème sur la télécommunication. Donc il va faire une pause du côté des Açores. Et puis c'est également le cas pour Emmanuel Le Roc sur Edenred et Andrea Fornaro Influence qui vont s'arrêter également dans l'archipel portugais ou qui sont arrêtés du côté de l'archipel portugais avec voilà, des petits soucis techniques pour le moment pour ces différents concurrents. On poursuit en classe 40 avec la cartographie. Pas mal d'informations à souligner du côté de cette cartographie, c'est que Johan Richomme continue à prendre de l'avance avec 24 000 nautiques d'avance sur Corotin Douguet. Il fait vraiment une super course, Johan Richomme, hein, si on enlève son départ où il a pris la pénalité pour un départ volé, il est remonté dans le match, vraiment il ne s'est pas démobilisé, Johan Richomme, et là il fait une sacrée course quand même du côté de Paprec Arkea derrière Corotin Douguet. Ambrogio Beccaria sur la Grande Pirelli qui est désormais 3e. Belle journée d'Ambrogio, voilà, qui dans le vent fort fait vraiment du bon job. Xavier Macaire lui a perdu un petit peu de temps pour Groupe SNEF. Il est désormais 4e avec 45 000 nautiques de retard. Et puis Simon Coster 5e devant Antoine Carpentier sur Renman. On a Alberto Bona sur IBSA qui est 7e, Luc Berry sur Module Création, et on voit qu'on est sur un match à 8 avec 82 000 nautiques de retard entre ces concurrents-là. Et puis ensuite on a un deuxième peloton avec Martin Lepape et Quito de Pavon qui était 16e et qui est très bien remonté. Quito de Pavon, 144 000 nautiques de retard. Quito de Pavan qui a fait plutôt une belle journée, voilà, il est sur un bon rythme. Et puis Jan Lipinski aussi qui commence à remonter de nouveau, lui qui a eu une course pour le moment compliquée sur Crédit Mutuel, qui est un bateau qui a désormais 4 ans, je crois 3-4 ans, et qui n'est peut-être plus à la pointe de la technologie par rapport à des bateaux plus récents, et ce qui fait qu'il a été un petit peu en difficulté sur cette course. Et puis derrière, on se bagarre entre les concurrents qui ont fait une pause comme Edenred, et puis d'autres qui tentent de remonter dans le classement comme d'habitude. Voilà, on est encore à 2000 nautiques de l'arrivée pour les hommes de tête, 2100 000 nautiques du côté du Johan Richomme. Donc il peut encore se passer énormément de choses dans la course des classes
40. Du côté des Rhum Multi, on est à peu près dans la même zone de course et on retrouve toujours Gilles Buchenhout en tête avec Jess. Il fait plutôt une course très intéressante. Roland Jourdain est à 95 000 nautiques. Voilà, ils vont à peu près à la même vitesse sur la dernière journée de course. Avec également Loïc Escoffier sur l'Audi Group. Ces trois bateaux vont à peu près au même rythme là sur les dernières 24 heures. Je crois qu'ils ont quasiment, voilà, là on est sur 7,6, 8,1 et 7,7. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans les mêmes eaux entre Roland Jourdain, Gilles Buchenhout et Loïc Escoffier. GDD, Alvar Mabir est quatrième et c'est Marc Guillemot qui a perdu encore une fois beaucoup de temps sur cette dernière journée de course. Donc peut-être des soucis techniques sur le bateau de Marc Guillemot parce qu'il avance quand même beaucoup moins vite que ses collègues, 5,7 nœuds seulement sur les 24 dernières heures. Il a pris beaucoup de retard sur les 2 derniers jours, donc peut-être des soucis techniques. Enfin je ne sais pas, mais je trouve que le bateau n'avance pas très vite en ce moment du côté de Marc Guillemot. Et puis on retrouve à la 10e place Charlie Capel, Laurent Témier sur Happy 11e, Philippe Poupon 12e. Et puis on va continuer le top 10. Guyenne Chapalin est 6e, Fabrice Payen est 7e, Étienne Hocher 2, j'espère que je prononce pas trop mal, sur Pierre 2 et 8e, Thomas Lurton est 9e, sur Moxie Bâti à mort, sur un bateau qui est assez âgé, qui a remporté. Alors, il y a eu un reportage sur Thomas Lurton. Il a remporté la Fastnet, je crois, dans les années 70. C'est l'un des plus vieux bateaux de course encore utilisé en course. Donc, c'est intéressant de parler de Moxie Bâti à mort, Thomas Lurton. On passe du côté de la catégorie des Roms mono avec Jean-Pierre Dick sur notre Méditerranée Ville de Nice qui a déposé Brieux Maisonneuve et qui donc est reparti en course. On n'a toujours pas d'informations de la direction de course sur sa bonification de temps, mais ça sera au moins 10 heures. Faut pas se leurrer, il y aura au moins 10 heures de temps gagné par Jean-Pierre Dick pour avoir sauvé pour cette déroutée sur Brieux Maisonneuve, surtout qu'il y a au moins 10 heures parce qu'il a dû faire demi-tour. Ensuite là il a dû changer de trace pour déposer le coéquipier, on va dire, d'un jour, Brieux Maisonneuve, donc il va au moins gagner 10 heures. Deuxième, Catherine Chabot, toujours là, à 93 000 nautiques. Elle a gagné un petit peu de temps aujourd'hui sur Jean-Pierre Dick pendant cette journée. On retrouve ensuite Wilfried Clerton. Wilfried Clerton, à un moment, j'ai eu peur parce qu'on avait perdu sa localisation, mais il doit avoir des petits soucis peut-être techniques au niveau du GPS. Wilfried Clerton, donc Cap au Cap Location, qui est 3e. Belle bagarre qui s'annonce même avec Willy Bissint parce que l'écart entre les deux est seulement de 60 000 nautiques, donc ça va être très intéressant à suivre. Et puis on voit Elora avec Olivier Newsguern 5e qui est passé devant le Penduic 3 d'Arnaud Pémarin. Il y a eu un changement de position entre les deux concurrents. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette journée de route du Rhum. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!